Quand on s'engage dans un accompagnement, dans un travail thérapeutique, il y a, on forme un duo. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui se connectent et la relation de confiance est vraiment fondamentale. Maintenant, pour certaines personnes, justement, établir cette confiance est déjà un sacré défi en soi. Et c'est en lien, bien évidemment, avec le lien d'attachement, la qualité de la relation maternelle, ou en tous les cas avec la personne de référence que tu as eue dans ton enfance. La plupart des personnes qui viennent me voir ont un système nerveux du type anxieux. Et donc, forcément, au moment de sauter dans l'accompagnement, cette anxiété remonte. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire confiance à cette personne-là? Et c'est normal. Cette, cette anxiété, eh bien, elle parle déjà de ce que tu es en train de traverser et de transmuter. Donc c'est vraiment hyper important d'accueillir ça. Et je préviens souvent d'ailleurs les personnes au départ du programme qu'elles peuvent évidemment me contacter avec, selon le laps de temps, voilà, s'il y a vraiment débordement émotionnel. Mais il y a d'autres personnes qui ont un modèle plutôt du type évitant. Et là, bah, c'est une autre paire de manches. La relation thérapeutique ne va pas forcément donner tous les résultats escomptés parce que justement la difficulté pour ces personnes-là va être vraiment de faire confiance et de sortir en fait de la croyance qu'elles ont qu'elles doivent se débrouiller toutes seules et que finalement elles savent mieux que la personne à qui elles demandent de l'aide. Alors j'avais envie dans cette vidéo de parler justement des personnes qui ont un lien évitant. Donc elles ont vécu un relationnel avec la figure d'attachement, voilà, où en fait finalement elles se sont senties, je vais y arriver, fortement rejetées. Et d'ailleurs la relation, elle est souvent empreinte justement de cette peur du rejet. Ce sont des personnes qui vont commencer toutes leurs phrases en disant bah, tu vas peut-être croire que tu vas peut-être me trouver dur, tu vas peut-être ceci, tu vas peut-être cela. Voilà, c'est vraiment l'anticipation du rejet. J'ai tellement peur que tu me rejettes que je préviens à l'avance que peut-être que ce que je vais te dire, tu vas pas l'accueillir. Et donc, il y a comme ça une difficulté, une très grande difficulté de se déposer, d'aller vraiment aller dans ces parts vulnérables. Ça va être beaucoup plus compliqué pour une personne avec un lien d'évitement de faire confiance et souvent elles vont malheureusement complètement inverser. Ce sont des personnes qui vont passer leur vie à donner leur confiance dans des personnes qui sont vraiment toxiques pour elles, qui leur font pas du bien. Et à l'inverse, elles vont éviter, elles vont au contraire presque rejeter les personnes et projeter sur elles des mauvaises intentions sur des personnes qui sont là pour elles et qui sont là pour leur faire du bien en fait. Le défi, en fait, pour les personnes qui ont un attachement évitant, c'est l'intimité. C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué pour ces personnes-là. Et là, voilà, ça va leur générer beaucoup de peur. Il y a une grande difficulté à faire confiance. Et il y a souvent, elles vont justement construire une espèce de sous-personnalité de la personne qui paraît super sûre d'elle-même euh, pour finalement éviter la relation et surtout éviter de s'en remettre à l'autre parce que c'est super dangereux. Il y a vraiment au fond d'elles leur enfant intérieur et leur système nerveux a beaucoup souffert. Ça marque vraiment ce que moi j'appelle une torture psychique. Les personnes qui ont un lien d'attachement évitant
c'est vraiment la preuve qu'elles ont été très très blessées. Et malheureusement, ce sont celles qui vont avoir le plus de mal à reconnaître justement la défaillance de leur figure d'attachement. Ce sont des personnes qui vont passer leur vie à justifier, à trouver des excuses en disant bah oui, mais voilà, et puis à noter, à juste prendre la petite miette que la figure d'attachement leur a apportée. Et en faisant ça, eh bien finalement, elles restent complètement attachées à cette toxicité, à cette relation toxique. Elles continuent à en faire la référence et finalement, elles évitent de faire l'expérience, de prendre le risque de faire l'expérience avec une personne qui serait sécure et qui pourrait justement leur faire vraiment du bien. Et elles sont complètement déconnectées de leurs besoins, puisque très souvent, le mécanisme justement d'origine qui amène à cet attachement évitant, c'est que c'est la figure d'attachement qui va trouver des tas de mécanismes, des tas de stratégies pour toujours ramener l'attention à elle. Et donc finalement, la personne qui souffre en fait de cet attachement évitant n'est pas reconnue dans ses besoins. C'est genre, non, toi, tes besoins ne sont pas importants. Euh, voilà, moi, je, quoi. Et donc, ce sont des personnes qui, souvent dans leur enfance, a tenté justement, et même une fois adulte, hein, a tenté de faire comprendre à sa mère, à son père, combien voilà, elles ont souffert ou qu'elles ne voient pas les choses de cette manière-là. Mais à chaque fois, en fait, la personne en face, souvent la mère quand même, hein, on ne va pas se mentir, très souvent la mère va trouver des stratégies pour nier, dire bah non mais c'est pas grave, ou renvoyer la culpabilité, ou se mettre en fait dans cette culpabilité en disant bah oui, voilà, ça y est, je suis une mauvaise mère, ou ce genre de choses, si bien que finalement le besoin de l'enfant n'est jamais entendu en fait. Et donc évidemment, on peut comprendre la raison pour laquelle, pour ces personnes-là, c'est particulièrement challengeant de demander de l'aide et de se sentir vulnérable. Alors on peut imaginer, comprendre que quand ces personnes-là décident enfin de faire le pas pour se faire aider, eh bien elles vont être très exigeantes. Et à la fois, bah, encore une fois, liées souvent à cette blessure de l'évitement, elles vont rarement tomber la première fois sur la bonne personne. Elles vont revivre justement cette non-reconnaissance parce que justement, quelque part, ce qu'elles doivent comprendre, ce qu'elles doivent apprendre dans leur vie, ces personnes-là, c'est finalement de se détacher du regard des autres, de se détacher aussi de cette espèce de personnage qu'elles ont créé qui voudrait avoir tout compris et tout maîtriser, c'est d'accepter justement leur côté faillible, euh, reconnaître le droit à l'erreur, mais se reconnaître le droit à l'erreur. Alors évidemment que quand ces personnes-là trouvent un bon thérapeute qui leur permet de leur faire voir, mais de manière très subtile, sans genre je te mets le nez dans la merde, que finalement elles sont comme tout le monde, c'est-à-dire elles sont des humaines imparfaites, et sur ce chemin en fait de la connaissance, eh bien, elles vont permettre, ça va les rassurer, ça va baisser un peu la pression, parce que ce sont des personnes, encore une fois, qui se mettent énormément de pression, en lien, encore une fois, avec le parent qui finalement ne les a pas reconnus dans leur côté faillible, qui a mis beaucoup d'exigences en fait sur leur réussite. Euh, donc ça, c'est vraiment important.
Alors, ce qu'il va falloir comprendre en tant que thérapeute, là je m'adresse à toutes les personnes qui me suivent et qui sont déjà en fait dans ce parcours-là, et c'est important aussi, enfin on peut être les deux d'ailleurs, hein, parce qu'en tant qu'humain, bah, moi je suis à la fois, j'aide à la fois les autres, mais bah, je suis encore justement sur ce chemin de guérison. euh, et j'ai mis beaucoup de temps, justement, je fais partie de cette catégorie évitante, enfin, je me reconnais un petit peu dans tous les profils, comme toujours, mais c'est vrai que c'est pas pour rien que j'ai mis 14 ans à faire ce chemin et que finalement, il m'a fallu avoir une succession d'épreuves pour, à un moment donné, euh, mettre, comme je le dis souvent, mettre le pied à terre, mettre le genou à terre, de genre, ok, je m'en remets à quelque chose de plus grand et je reconnais que, en fait, je ne sais rien, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les choses peuvent vraiment changer. C'est, ok, bah, je reconnais que finalement, je pensais avoir les solutions, je pensais pouvoir me débrouiller, mais en fait, non, en fait. Et donc, je m'en remets à quelque chose de bien plus grand. Et donc, ce qui est super important de comprendre, c'est que le mécanisme d'évitement, comme l'anxiété évidemment, ne sont que des stratégies finalement pour ne pas souffrir. Ça, c'est vraiment important. De la même manière, et donc ce sont des personnes qui vont être euh, les plus amenées finalement, oui, les plus touchées par le mécanisme d'addiction. Et l'addiction est en soi justement un évitement. C'est parce qu'il y a tellement de souffrance à l'intérieur de toi, de nous, que voilà, on va chercher des tas de stratégies pour ne pas voir, en fait, pour cacher, parce que si on reconnaît cette souffrance-là, euh, alors ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que la dernière fois, j'avais une personne qui a ce mécanisme en fait d'évitement, et je lui demandais, et on parlait de sa mère, et évidemment, elle n'arrivait pas en fait à reconnaître la toxicité de sa mère, et je lui disais, mais qu'est-ce qui se passerait si finalement tu découvrais que ta mère était alors elle ne le fait certainement pas exprès, mais de reconnaître juste la toxicité que tu reçois en fait dans la relation avec ta mère, la maltraitance en fait que tu continues à vivre avec ta mère. Et à ce moment-là, elle m'a dit, je couperai les ponts. Et donc, bah oui, on voit bien que du coup, c'est bien par loyauté à la mère, à sa figure d'attachement, que voilà, on met en place des stratégies en fait d'évitement. C'est pour ne pas reconnaître la souffrance et ne pas se reconnaître en tant que victime justement bah, d'atrocités, que l'on préfère rester dans cet évitement. Quand on a un mécanisme d'évitement, un lien évitant, on va dire, euh, ce sont les personnes qui ont ce type de lien d'attachement sont des personnes qui vont le plus saboter les relations. Pourquoi? Parce que, encore une fois, par loyauté souvent à leur figure d'attachement, euh, elles vont saboter les relations qui vont leur faire le bien, le plus de bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon histoire. Il y a encore pas très longtemps, je faisais le bilan, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable que finalement, les personnes que j'ai le plus rejetées, ce sont les personnes qui m'ont fait le plus de mal. Et les seules personnes d'ailleurs que j'ai quittées, ce sont celles qui m'aimaient le plus en fait. Et parce que c'est pour cette personne-là qui n'a jamais fait l'expérience de l'amour, c'est insupportable en fait. D'être aimée de telle manière, de manière inconditionnelle, elles ne sont pas habituées, c'est tellement waouh. Et donc il y a un tel danger finalement que ça cesse, que la répétition se fasse que oui, on préfère abandonner.
la blessure centrale de la personne qui a ce type d'attachement, c'est évidemment la blessure de l'abandon. Et donc, les personnes, c'est bien connu, les personnes qui ont été abandonnées sont les premières à quitter parce qu'il y a trop de souffrance en fait. Alors, ça se joue aussi dans les vocations, euh, puisque ce sont des personnes qui vont qui ne vont pas s'autoriser à vivre quelque chose qui est vraiment bon pour elles, en fait. Elles vont là aussi saboter leur projet, leur, ouais, ce qui leur fait le plus de bien. Si par exemple, elles ont l'opportunité d'aller, j'ai n'importe quoi, moi, de faire un voyage extraordinaire, elles vont trouver des tas de mécanismes pour l'éviter, en fait. Parce que c'est pas supportable, en fait. Elles pensent au fond d'elles ne pas le mériter, en fait. Donc c'est comme ça, elles préfèrent ne pas. Et donc elles vont aussi challenger beaucoup les figures d'autorité euh, pour les tester en fait, pour vérifier et jusqu'à presque que justement la personne les abandonne quoi. Et puis pour valider leur croyance que de toute façon elles ne peuvent faire confiance à personne. Il y a deux façons, deux grandes façons finalement d'exprimer ce type d'attachement évitant. Soit la mise à distance, c'est-à-dire voilà, c'est la personne qui va passer sa vie enfermée chez elle, qui va éviter les relations, qui va se convaincre que finalement bah, elle est très bien toute seule, qu'elle a besoin de personne, ce genre de choses. Et puis l'autre qui va plutôt être dans la peur, c'est-à-dire elle va oser se remettre en relation, mais elle va projeter en fait sur toutes les personnes le risque en fait. Et donc là, il y a souvent un grand conflit intérieur qui va les submerger parce qu'il y a une part, elle va se retrouver avec une part qui aimerait vivre quelque chose, le lien, etc. Et donc, voilà, qui voit, qui sent qu'il y a une belle opportunité. Et puis l'autre qui est plutôt le système nerveux, voilà, la peur, qui s'active et qui dit non, non, n'y va pas, quoi. Et donc là, voilà, ce sont des personnes qui vont vivre vraiment ce conflit intérieur très très puissant en fait. Alors, comment on reconnaît une personne qui a un lien d'attachement évitant? C'est la personne qui a du mal à parler des émotions. Quand on lui demande qu'est-ce que tu ressens, elle va, en fait, c'est le cerveau qui fonctionne. Elle va raconter ses histoires, sa vie, etc. Mais la ramener à l'intérieur, lui faire parler de ses émotions, c'est quelque chose de très difficile. Deuxièmement, ce sont des personnes qui sont fières d'elles-mêmes. À la fois, évidemment, au fond d'elles, elles ont un vrai manque d'estime d'elles, mais la façade, le masque qu'elles présentent au monde, c'est quelqu'un qui est sûr d'elles. Et elles vont chercher justement la validation qu'elles font bien. Euh, et elles vont chercher la validation de leur indépendance et du fait qu'elles peuvent se faire confiance et qu'elles font les choses, ouais, qu'elles font très bien les choses par elles-mêmes. En fait. Ce sont aussi des personnes qui mettent à distance les choses, c'est-à-dire elles se disent bah, c'est pas grave, elles vont minimiser les choses. Euh, Elles vont avoir beaucoup de mal, oui, à reconnaître leur tort, par exemple. Euh, Ce sont des personnes qui ont le sentiment que les gens les abandonnent, mais en réalité, elles créent ça, elles vont provoquer ça. Parce que justement, au fond d'elles-mêmes, elles ont la conviction qu'elles n'ont besoin de personne, et donc elles vont renvoyer ça à la personne qui finalement préfère bah,
se débrouiller toute seule, quoi, en fait. La notion de relation va vraiment prendre beaucoup de place dans leur vie. Euh, et à la fois, elles se demandent souvent si ça vaut le coup, en fait. Alors très souvent, ce sont des personnes qui vont se prendre beaucoup de leur tête, la tête, dans la relation avec les parents, dans la famille. Voilà. Ce sont aussi des personnes qui n'ont pas conscience de leur peur. Quand si tu leur demandes de quoi tu as peur, elles vont dire non, moi, même pas peur, quoi, en fait. Hein, parce que justement, elles ont mis en place des tas de stratégies pour ne pas être en lien avec leur peur, pour se protéger, et puis encore une fois, pour avoir toujours ce masque de même pas peur, je suis sûre de moi, tout va bien, en fait. Alors, c'est typiquement le type de personne qui a vraiment de la fierté et qui, en tous les cas, dans la partie, dans la manifestation de l'ombre, parce qu'évidemment, ça change une fois que l'on a transformé tout ça, mais il y a vraiment cette fierté de dire non, mais puis quoi encore, je vais pas changer pour ce connard, et qui, évidemment, va projeter toute la problématique chez l'autre. Dans les divorces, c'est vraiment caractéristique. Bon, je l'ai fait, hein, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est impossible de reconnaître en quoi j'ai pu être co-acteur de ce qui s'est passé, et parce que je ne veux pas me connecter à la souffrance de ce que ça m'a fait, de perdre l'autre. Et finalement, oui, je veux m'en sortir glorieuse. Et très souvent, c'est encore une fois la répétition du modèle parental. Le parent, si tu regardes ton père ou ta mère, tu peux retrouver une espèce d'arrogance, de cette fierté, de ce visage en fait et de ce masque de quelqu'un où tout va bien, qui montre que tout va bien, alors qu'en réalité, non, tout va pas bien, mais de ça, on n'en parle jamais en fait. Donc là, on est typiquement dans le cas de figure dans des familles où on ne parle pas de ce qui va pas bien. Par contre, on va se comparer, on va passer notre temps à rabaisser ou aller voir le négatif chez les autres dans cette optique de se sentir supérieur. Ça, c'est vraiment un élément très important, c'est cette sensation de supériorité et un modèle relationnel qui est toujours basé sur, voilà, il y en a forcément qui est supérieur ou inférieur à l'autre. La communication d'égal à égal est très difficile parce que la relation de cœur à cœur est très compliquée et que c'est très compliqué pour la personne, voilà, euh, de s'en remettre, de faire confiance, d'ouvrir son cœur. Et ça va lui demander beaucoup de temps, en fait. Elle va avoir besoin, donc pour ces personnes-là, c'est évident qu'il va falloir du temps dans la relation thérapeutique. Euh, et d'ailleurs, en tant que thérapeute, on a tout intérêt à aller d'abord parler à cette part protectrice, de vraiment la reconnaître et de la reconnaître dans sa fonction, c'est-à-dire dans sa fonction de protection. La part qui protège, bah oui, par définition, elle a protégé de la souffrance. Et donc c'est cette part-là qui a besoin d'abord d'être reconnue, et à la fois, c'est très important à un moment donné, alors ça c'est vraiment une question de feeling, on sent très souvent quand les personnes viennent te retrouver, te voir en tant que thérapeute, euh, il y a en vrai, il y a à l'intérieur euh, une grande fatigue. C'est devenu trop lourd en fait pour cette part-là qui protège. C'est devenu trop lourd en fait de faire semblant, de faire comme si, de tout porter en fait. Parce que très souvent ce sont des femmes qui gèrent un boulot, qui gèrent un enfant ou plusieurs. Et donc, au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Et donc, plus le thérapeute va voir derrière, en fait, cette posture de fierté, voilà, la part finalement fragile, en fait,
a besoin justement de se sentir soutenu, qui aimerait pouvoir faire confiance, qui aimerait voilà, pouvoir se déposer, eh bien ça, là, en général, ça va vraiment amener une détente. En fait, la personne a besoin d'être entendue, voilà, dans tout ce qu'elle a essayé de faire, en fait, parce que voilà, c'est une guerrière, mais c'est une guerrière fatiguée que tu as en face. Et donc, voilà, plus tu vas être en compassion, en empathie avec cette guerrière qui, voilà, quoi qu'il arrive, va se relever, porte son drapeau et tout ça, ses épées, c'est waouh. Et donc là, c'est vraiment waouh. Oui, moi, je me mets à ta place. Comment tu fais? Tu vois, c'est vraiment de parler à cette part. On me disait, mais comment tu fais en fait pour gérer tout ça? Ça doit être tellement lourd en fait pour toi. J'imagine que voilà, sur qui tu te reposes en fait. Est-ce que tu ne crois pas que tu aurais besoin, que ça serait du bien? C'est ce que j'ai évoqué la dernière fois avec cette cliente, lui disant, mais euh, est-ce que ça te, est-ce que ça te rendrait pas plus léger si je prenais un peu de ta souffrance euh, pour te permettre de récupérer? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sentirais en fait et juste parler de visualisation. Comment tu te sentirais si tu acceptais finalement de venir déposer, de donner en fait une part de tes souffrances, de ton fardeau? Comment ça serait pour toi? Tu vois, c'est vraiment ce genre de dialogue, comme si voilà, tu dialogues avec cette part-là qui finalement bah, va avoir du mal à ne pas accepter en fait. Et puis s'il y a des résistances, bah, voilà, on continue de parler avec cette part qui résiste, parce que derrière, oui, il y a la peur en fait d'être trahi. C'est vraiment une peur très forte. Pour résumer, je dirais que ce qui est vraiment hyper important de comprendre, et que ce soit voilà, pour toi ou en tant que thérapeute, c'est de comprendre que le type d'attachement évitant est une réponse à une croyance très forte. Et évidemment, on ne construit pas des croyances comme ça, hein, c'est des expériences hein, de vie, que les autres ne sont pas fiables et qu'on ne peut pas faire confiance en eux et qu'ils ne savent pas prendre soin d'eux. Ils ne savent pas prendre soin, en fait. Et donc, c'est ça qui, derrière, va amener à cette stratégie de dire bah, je vais me débrouiller toute seule, quoi, en fait. Et donc, voilà, l'enfant va très rapidement devoir apprendre à se débrouiller par lui-même. Donc, on est vraiment dans l'archétype de l'orphelin, parce que justement, il ne peut pas compter sur les figures de sécurité et notamment voilà, sur le côté, sur la mère qui normalement est celle qui apporte cette qualité de caring, de prendre soin. Euh, et donc, voilà, c'est parce que justement la mère elle-même est dépourvue de cette qualité, de cette capacité de prendre soin, d'être à l'écoute du besoin de son enfant, parce qu'elle-même, elle est déconnectée de son écoute de son propre enfant intérieur, eh bien, voilà, c'est ça que ça va. Et donc, on va comme ça faire perdurer ce traumatisme de génération en génération. Les, à l'origine, si on remonte un petit peu dans les générations, je crois en avoir déjà parlé dans une vidéo, mais ce qui est à l'origine de ce traumatisme et de cette incapacité de se mettre en lien avec ses enfants, c'est la mort des enfants justement. Euh, il y a évidemment dans les années, dans le début du siècle, nos grands-mères ont perdu beaucoup d'enfants. Et donc, quand on perd un enfant, euh, il y a beaucoup de souffrance. Et malheureusement, à cette époque-là, la femme ayant comme seule, comment dire, vocation, j'ai presque envie de dire, comme seule mission
que de reproduire, eh bien, il y avait beaucoup de violence, alors plus ou moins comment dire, cachée, euh, dans la, voilà, dans la pression. Il y avait beaucoup de pression pour voilà, recommencer. Et finalement, il n'y avait pas d'espace euh, pour la femme de faire le deuil. Et donc, elle était de nouveau mise à l'ouvrage, j'ai envie de dire, mise à l'œuvre. Voilà, l'homme avait juste besoin de faire son affaire de manière très égoïste, voulait créer sa famille et n'était pas du tout attentif à la souffrance et à ce que la mère ressentait d'avoir perdu son enfant. Et donc, c'est ça qui a conduit, là aussi, voilà, elle n'avait pas le droit, elle n'avait pas cet espace d'accueil de souffrance, et donc elle a dû, elle aussi, faire comme si tout allait bien et continuer, et voilà. Mais sauf que il y a une impossibilité, ça a créé finalement, le seul effet que ça a fait, c'est que bah, pour ne pas souffrir, eh bien, la mère apprend le détachement, euh, se détache complètement du lien. Et donc, voilà, et reproduit justement, et met à distance l'enfant. Il n'y a pas de lien d'amour, parce que c'est trop souffrant. Si jamais je revis l'abandon ou la perte, c'est vraiment en lien avec la perte de manière soudaine et, et imprévisible, eh bien, ça va être trop souffrant. Et donc, c'est pour ça que notre génération, et aujourd'hui, enfin, de manière globale, nous sommes, j'ai presque envie de dire, au niveau de l'humanité, confrontés à perdre quelque chose, comme pour revivre justement cette souffrance, qui va vraiment nous permettre de transmuter finalement ces énergies-là. Parce qu'elles sont, euh, ces énergies de perte, ces émotions qui n'ont pas été vécues, euh, elles sont comme en suspens dans l'univers. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. En tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, chaque humain est en charge en fait d'un certain nombre de transmutations d'énergie, de transmutations d'émotions. Et donc voilà, si toi par exemple dans tes lignées il y a des enfants morts et que tu es confronté à à des morts ou voilà, des pertes de manière brutale, eh bien voilà, c'est comme si on te demandait de faire l'expérience de ce qu'ont vécu tes grands-mères, et pour justement, et en faisant ça, eh bien, tu vas pouvoir faire l'expérience du bon côté du détachement. C'est-à-dire pas être complètement coupé, mais mettre à distance les choses, arrêter de prendre les choses trop sérieusement, voilà, voir la vie comme juste une expérience à vivre, avec lequel on peut être un peu en mode témoin, se regarder en mode observateur, comme si on était en train de jouer des rôles. Moi, c'est comme ça que je fais souvent. C'est quand je ressens des émotions très très fortes. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. Je me suis retrouvée à vraiment vivre cette, cette sensation voilà, de ne pas être comprise, de ne pas être voilà, qu'on ne prenait pas soin de moi, et ça a été waouh, vraiment, je me suis. Moi, voilà, dans ces cas-là, je vois l'émotion, comment elle me traverse, et voilà, j'observe, je laisse faire, voilà, je suis un espèce de chaudron alchimique d'émotions, mais voilà, je ne le prends pas personnellement, en fait, je me laisse pas envahir, voilà. Euh, et à la fois, ça ne me coupe pas, ça ne me coupe plus de la relation aux autres. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà l'origine, selon moi, hein, alors d'un côté les mères, de l'autre, j'ai presque envie de dire, ce qui me vient aussi, c'est évidemment aussi pour les hommes,
toutes les pertes des amis, des gens qui ont été, oui, des amis, des proches que l'on a perdus à la guerre. Alors tu vas me dire, mais attends, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi tu me parles de guerre? C'est quoi le rapport entre maintenant et la guerre? Eh bien oui, en fait, il faut bien comprendre que toutes ces émotions qui n'ont pas pu être transmutées au moment de la guerre, eh bien, elles sont transportées dans notre ADN. Et on continue, voilà, à les, euh, à les véhiculer à travers notre sang. Et ça, c'est prouvé scientifiquement que le sang, voilà, il y a de l'ADN, et dans l'ADN, il y a aussi des vibrations, il y a aussi voilà, des choses du passé, de l'émotionnel qui transitent, et qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment appelés à transmuter oui, des émotions, des énergies, pour vraiment nous libérer et pour nous autoriser à vivre une vie voilà, plus légère, voilà, et avec, avec ce lien à l'autre euh, qui n'est plus anxieux. Voilà. Faire confiance à l'autre. Euh, J'avais vu il n'y a pas très longtemps une étude qui expliquait que le pays où il fait le mieux vivre, eh bien, c'est au Danemark, parce que depuis l'éducation, et peut-être que c'est un pays qui a été moins touché par les guerres, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce dont parlait l'article, c'était que c'était la confiance finalement qui était la valeur première euh, qui expliquait justement ce bon vivre. Ben oui, et à la fois, on peut le comprendre. Euh, Être dans un pays où, par nature, où à première intention, tu peux faire confiance aux autres, et où on t'a appris vraiment à faire confiance aux autres, waouh, c'est quand même, c'est le paradis, en fait. C'est vraiment le paradis. Et donc, en France, c'est tout l'inverse. Je crois que la France est un des berceaux où justement on a le moins transmuté ces énergies-là. Alors, parce que justement les Français sont tellement fiers que finalement ils n'ont pas cette humilité de reconnaître, d'avoir reconnu leurs erreurs. Et c'est voilà, on n'a toujours pas, je crois, enfin je sais plus exactement, mais même par exemple dans le conflit avec l'Algérie, je sais même pas si le pays a à un moment donné euh, demandé pardon en fait aux Algériens pour ce qu'ils ont vécu. Je sais pas, mais je ne crois pas. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de fierté qui est d'ailleurs souvent reconnue par les personnes extérieures, hein, les touristes. Alors le français, il est celui qui se plaint le plus, et à la fois ouais, qui se la joue, qui se prend pour supérieur à ce qu'il est, qui regarde un peu les gens avec dédain, voilà, les étrangers. Voilà. Sauf pendant les JO, parce que pendant les JO, on les fait défiler, et là on est fiers de voir que on a des Africains et des personnes des îles, enfin bon, bref. Euh, J'arrête là parce que ça me rend folle en fait de voir que voilà, quand on a notre propre intérêt, et là je pense que je finirai avec ça parce que ça résume quand même bien la- l'état d'esprit du français, c'est que, et de nos parents et des parents voilà, qu'on a vécu, et de ce que nous avons à changer, c'est vraiment ce modèle que tant que tu en as un intérêt, tant qu'on a un intérêt, alors on est prêt à accepter l'autre dans sa différence. Mais si je n'ai plus d'intérêt, si par exemple bah, ça me fout la honte, du coup je préfère le rejeter et, voilà, et l'abandonner parce que voilà, c'est pas très grave en fait. Ce qui est le plus important, c'est voilà, de rester avec notre honneur. Voilà, c'est cette notion de l'honneur. J'ai l'honneur sauf. Et donc, très souvent, dans les familles, on préfère voilà, trouver un bouc émissaire, le fameux mouton noir, hein, et celui-là, bah, voilà, on le fout dehors et on est très content quand il est très très loin, parce qu'il nous fout la honte en fait.
Alors que, bah non, le mouton noir, il est comme tout le monde, il est humain, et il est à la fois blanc et noir, féminin, masculin, lumière et ombre, et, voilà, et plus on va s'accepter comme ça, plus finalement l'humanité va être justement une humanité confiante. L'idée, c'est de se voir, de se reconnaître dans notre imperfection pour pouvoir reconnaître les autres dans leur imperfection. Voilà le chemin, mes amis. C'est tout un parcours, n'est-ce pas? Voilà, donc dis-moi un petit peu dans tes commentaires comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu te reconnais dans ce lien d'attachement évitant? Est-ce que toi aussi, tu as des problèmes relationnels? Est-ce que tu es comme moi, par exemple, à être une championne, à trouver des mecs à l'autre bout de la planète et puis voilà, à faire en sorte que ça se fasse pas? Parce qu'il y a cette peur de l'intimité profonde et voilà. À bientôt!